Bonjour, dans cette vidéo on va installer et configurer un Active Directory sur Windows 2022 Server. Ça tombe bien qu'on en ait installé un dernièrement. Puis on verra comment ajouter une machine, un Windows 11, à notre AD. Là aussi on en a installé un dernièrement. C'est là qu'on va voir la différence avec Windows 2019 Server ou Windows 2016 Server et Windows 10 ou s'il n'y en a pas. C'est aussi l'occasion d'enfoncer un peu plus le clou sur l'utilisation des versions d'évaluation. Si vous avez accès à des versions d'éducation, c'est pas plus mal non plus. Mais toujours pour une utilisation de test, d'apprentissage ou de formation, mais surtout pas dans de la production. Vous allez vite voir qu'il n'y a rien de nouveau. Si vous avez installé un AD sur Windows 2016 Server, eh bien, vous savez faire pareil sur un Windows 2022. Alors oui, je vais quand même ajouter ma touche perso, quelques informations supplémentaires. Si c'est pour faire la même qu'il y a 5 ans, en disant regardez ma nouvelle vidéo qui parle et qui n'apporte rien de nouveau, mais c'est super, je parle quand même de 2022 serveur, eh bien ce n'est pas la peine. Quand je dis qu'il n'y a rien de nouveau, vous pouvez y aller, il n'y a rien de nouveau. C'est presque le cas pour un AD 2022 serveur. Alors, vous allez quand même apprendre quelques petites choses au passage. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé d'installation d'un serveur 2022. C'est le même qu'on va prendre ici. J'ai juste un peu revu le nom du serveur, organisé un peu le bureau, mais rien de plus. Pour vous rafraîchir la mémoire, au besoin, vous pouvez voir ma vidéo là-dessus. Alors il faut quand même que tout soit installé dessus correctement. Si vous avez suivi la vidéo, ça devrait être bon. Côté poste client, eh bien on a aussi installé récemment un Windows 11. Là, il nous faut une version pro ou entreprise. Mais, en tout cas, pas une version familiale. Sinon, regardez le prix d'une version pro aujourd'hui, c'est quand même souvent abordable. On en trouve pour 10 €, 3 pour 20 €. Alors je sais pas si on peut faire suffisamment confiance sur ce type de vente, mais sur des sites de bonne renommée, on va en trouver pour moins de 20 €. Alors oui, c'est 10 fois moins cher que la licence chez Microsoft. Du même coup, on va quand même trouver beaucoup d'arnaques. D'où la prudence qui s'impose. Comme c'est souvent de la revente, certaines personnes sans scrupules revendent même plusieurs fois la même licence. Alors oui, c'est légal. C'est quand même pas tout blanc. On va dire que ce n'est pas non plus noir. On peut dire que c'est gris. Alors je vais pas en discuter des heures, car il y a de quoi en parler. Renseignez-vous. Microsoft le tolère, voire même plus que le tolérer. Rassurez-vous, au travers de la publicité, Microsoft y retrouve quand même son compte. Alors vous pouvez aussi utiliser des licences Windows 10. Pareil, je n'en parle pas de l'heure, Microsoft a autorisé les utilisateurs de Windows 7 à utiliser Windows 10, et pour ceux de Windows 10 à utiliser Windows 11. Sinon, comme pour Windows 2022, il faut qu'elle soit correctement installée et correctement nommée au besoin. Là aussi, pour vous rafraîchir la mémoire au besoin, vous pouvez voir ma vidéo sur son installation. Alors j'avais précisé qu'il n'y avait rien de nouveau pour l'un et l'autre. Parfois une version non activée, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Vous avez de toute façon quelques jours pour l'activer avant que de toute façon elle vous lâche. On va donc commencer par installer et configurer l'Active Directory. Je passe quand même assez vite
on fait comme pour Windows 2016 Server, on trouve le gestionnaire de serveur dans les outils d'administration qui sont dans le panneau de configuration. Quand tu vas te lancer, ça sert à rien de cliquer trop vite. On est obligé d'attendre que la barre de progression s'arrête et là, on va pouvoir se lancer dans l'installation. Alors comme c'est de l'AD, rien de changé par rapport à 2016 ou 2019. On choisit l'AD, ADDS. Bien sûr, on ajoute les services de rôle supplémentaires. Je l'ai déjà dit, sauf cas particulier où le serveur est autorisé par le DNS à ajouter des nouveaux noms. Donc il y a autorité sur le DNS. Sinon, on ajoute le serveur de DNS à notre serveur. D'ailleurs, c'est le DNS qui va nous préoccuper aujourd'hui. Alors c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'à peu près. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous partez directement à l'échec. Après, on ajoute les services de rôle qui vont avec le DNS et pour le reste, suivant. J'en ai même oublié un au passage de suivant, vu qu'il n'y a que ça. Et c'est parti. On installe, encore une fois, on installe le rôle, mais c'est pas pour autant qu'il sera configuré. Jusque là, c'est pas le plus dur, d'autant que ça s'installe plutôt vite. Mais il nous dit quand même à la fin qu'il reste des actions en attente. C'est simplement la configuration de l'AD. Je ne perds pas de temps, je continue. On crée un nouveau domaine, une nouvelle forêt. J'ai déjà un domaine en loisel.loc, alors ici je vais créer ljp-info.loc. Alors oui, vous pouvez aller voir ma vidéo d'il y a quelques années, c'est pareil, là j'avais créé loisel.loc. Mais pour le reste, ça ne change pas, c'est pareil. C'est tellement pareil qu'il ne propose même pas un nouveau schéma plus récent que celui de 2016. On prend donc la fonctionnalité de la forêt 2016. On met un mot de passe pour la restauration et on peut continuer. Alors ici on voit qu'il n'y a pas de délégation pour le DNS. Effectivement, je n'autorise pas les autres serveurs à venir écrire sur mon serveur de DNS. C'est quand même souvent le cas. C'est déjà bien assez le bazar comme ça. Pour ma configuration actuelle, on va voir que c'est quand même important, mais je vais en reparler au moment de rejoindre le domaine avec mon Windows 11. Passer le nom du BIOS, le catalogue global pour les GPO, on peut toujours jeter un œil au script d'installation et on va laisser l'installation se faire. Alors comme c'est toujours un peu long, c'est tout à fait normal, il y a quand même pas mal de choses à installer. Alors pour ma part, je vais passer un peu. Le serveur va rebooter à la fin de la configuration. Avec ma configuration actuelle, ça va prendre 3 à 4 minutes. Le temps que ça se passe derrière, je vais en profiter pour parler de ma configuration DNS actuelle. J'ai déjà parlé de mon serveur de DNS. J'y ai déjà rajouté mon domaine. Comme j'utilise un webmin pour le gérer, je vais passer par webmin pour montrer ce que ça donne. Alors comme j'ai un petit peu de temps, je vais même le prendre pour montrer comment j'y ai ajouté ce domaine. J'ai simplement créé une nouvelle zone primaire pour jpinfo.loc. Au-delà du DNS, de l'AD, on peut avoir plein d'utilisations. Alors on y ajoute les différents champs. Et si je rentre un petit peu plus loin dans ma zone primaire, on voit que j'y ai même ajouté mon serveur. Et là on voit qu'il est en 192.168.1.246. Et on pourra voir qu'il est bien pingable et aussi, justement, même s'il est bien pingable,
Si mon serveur, mon nom de serveur, mon domaine sont pingables, c'est pas pour autant que ma configuration sera terminée. Et on peut retourner à la configuration de l'AD qui devrait bientôt se terminer. De retour dans mon Windows 11, je peux tester si le ping de mon domaine répond. Car rappelez-vous, je dis souvent que pour intégrer une machine dans le domaine, la première chose que le poste client doit pouvoir faire, c'est joindre le domaine, pouvoir le pinguer. Au moins, il réponde. Bon, je passe un peu la fin de la configuration de mon serveur. Les curieux pourront aller voir que mon AD est bien configuré. On pourra alors voir les clients qui sont dedans. Bon, s'il y en a un, je ne sais pas comment y arriver. Mais on peut voir aussi le contrôleur de domaine. Bref, on a tout pour passer le premier client dedans. Alors il n'y a pas de méthode rapide. Mais bon, par contre on peut y arriver dans différentes méthodes. Et les méthodes ne manquent pas. Pour ma part, je vais passer par les paramètres, par les comptes, par l'accès professionnel ou scolaire. Comme on fait pas ça tous les jours, on se fiche un petit peu du chemin dès lors qu'on arrive au bon endroit. Dans se connecter, on va lui dire de joindre cet appareil à un domaine Active Directory local. Sinon, sur le bureau, je clique sur le bouton démarrer, on tape panneau de configuration, puis on appuie sur entrée. De là, on accédera à système et sécurité, puis on clique sur système et sous paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail. Alors il y a plus simple en passant par le système, par le menu contextuel du menu démarrer. On passe par les paramètres, système, infosystème, et on tape sur domaine ou groupe de travail. Et aussi par le pôle de travail dans les propriétés, et on choisit domaine ou groupe de travail. Alors si vous n'avez pas compris qu'il y a 50 méthodes pour arriver au même endroit, je peux encore la faire, mais encore plus longue. Alors maintenant qu'on est dans la fenêtre du système, sous l'onglet nom de l'ordinateur, on va cliquer sur modifier. Sur membre 2, on clique sur domaine. Puis, on tape le nom du domaine auquel on veut joindre l'ordinateur. Alors on a tout fait. Il n'y devrait pas y avoir de raison pour lesquelles il ne veut pas joindre le domaine. Le message pourtant est clair, il ne trouve pas le nom DNS, alors que on a vu tout à l'heure que j'ai bien pingé le nom de domaine. Alors il faut vraiment que le domaine soit pingable, mais pas que, et qu'il remonte toutes les informations DNS, qui remonte toutes les informations de délégation au DNS. Un domaine, ce n'est pas juste un nom et une IP. Alors pourtant ça ping, je peux revérifier, je revérifie. Comme je viens de le dire, juste répondre à son nom ne va pas suffire dès lors qu'on va enregistrer une machine dans le domaine, ou vouloir enregistrer une domaine, il faut aussi l'enregistrer. Dans les DNS, il faut que les DNS répondent. Alors pour ça, on va changer les DNS du poste client pour qu'il joigne le DNS du serveur 2022 et non pas mon serveur de DNS actuellement. Pour ça, je vais me rendre dans la configuration de ma carte réseau. Là, je ne montre pas les 50 méthodes possibles entre passer par les paramètres, passer par la gestion du réseau, le panneau de configuration. Il y a aussi pas mal de méthodes. Alors je fais la démo au passage.
Donc du coup, je lui mets l'adresse IP du serveur de mon AD. Vous voyez bien qu'on a bien fait d'installer le service DNS sur le serveur. Donc je parle sur mon 2022. Sinon, on n'aurait plus qu'à recommencer. Je mets donc l'IP du serveur. Comme je suis dans les paramètres, pas besoin de forcer le service de la carte. Les DNS sont directement pris en compte. Et on recommence. Ah, je viens de voir que j'avais essayé de joindre le domaine loisel.loc. Là, ça risquait pas de répondre côté DNS. J'aurais eu le même résultat avec LJP Info, car il n'y a pas de délégation sur mon serveur de DNS. Bon, je recommence pas. Je vous laisse essayer si vous avez un serveur de DNS chez vous. Ce n'est pas forcément très courant, mais je voulais quand même en parler. C'est quand même très important. Comme je dis souvent, il faut que chaque vidéo apporte son lot de nouveautés, son lot de choses que je n'ai pas encore abordées. Sinon, ça serait pas marrant. Cette fois, dès que je vais essayer de joindre le domaine, ça va répondre. Je vais mettre le nom d'un utilisateur qui a le droit de passer ma machine dans le domaine et je mettrai le mot de passe correspondant. Alors ici, sur mon serveur, je n'ai que le compte administrateur. Il va de soi qu'en entreprise, dans le monde professionnel, on crée des comptes de service, des comptes spécialisés qui peuvent joindre une machine au domaine, la supprimer pour rejoindre à nouveau une machine du même nom. Alors je liste pas toutes les actions possibles et tout ce qu'on pourra configurer. Et après quelques secondes, ça dépend des performances du réseau, des machines, la machine elle-même, et enfin, elle va passer dans le domaine. Alors, il faudra quand même qu'elle redémarre pour finaliser tout ça. Et bien maintenant que notre machine est dans le domaine, on va quand même vérifier ça. On peut alors aller voir dans le domaine, dans les outils d'administration, dans les services de compte, et une machine d'Active Directory, si ma machine y est bien arrivée. Alors bien entendu, c'est sans surprise, elle y est. De toute façon, j'ai bien eu le message comme quoi elle était bien venue dans le domaine. Et quand ma machine sera redémarrée, on pourra se connecter dessus, dans le domaine, et toujours en utilisant un compte qui est dans le domaine, qui a les droits de se connecter à un utilisateur du domaine. Et comme j'ai expliqué avant, côté professionnel, on se connecte bien sûr jamais avec le compte administrateur du domaine. Au besoin, on peut toujours créer des comptes de base pour vérifier le fonctionnement. Alors ici, on vient de voir comment intégrer une machine dans le domaine. Comme je disais au début, il faut bien commencer quelque part. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas intégrer 10 000 ou 50 000 machines de cette manière-là. Ponctuellement, on pourrait en intégrer quelques-unes, mais on utilisera bien souvent des scripts PowerShell. Alors toujours rien de faramineux dans ces scripts, ils ne font que ce qu'on vient de faire, mais de manière automatisée. Alors non, je ne vais pas en parler dans une prochaine vidéo, c'est spécifique et j'ai bien d'autres sujets à traiter. Déjà, n'hésitez pas à liker si le sujet vous a plu. Je l'ai dit dernièrement dans une autre vidéo, sur des sujets traités, il y a bien des choses encore à en dire. Forcément, tout n'est pas et ne sera pas abordé. Il y a de quoi poser et se poser des questions. Vous pouvez aussi laisser vos remarques et suggestions sous la vidéo. Alors en parlant de suggestions, ceci dit, en passant,
Merci pour vos retours en général. Et sinon, oui, il y a encore bien des sujets à traiter. Alors à bientôt.